Voici des exercices sur les condensateurs avec un petit rappel. Je commence par le rappel. Qu'est-ce qu'un condensateur? C'est un ensemble de conducteurs en influence totale. Voici des exemples. Je peux avoir un condensateur plan, une plaque en face d'une autre, un condensateur cylindrique, un conducteur il entoure un autre, comme le câble de la télévision, et un condensateur sphérique. Une sphère entoure une autre sphère. Et toujours dans les trois cas, il y a une séparation entre les deux conducteurs par une matière isolante. Ça peut être l'air ou autre. Le symbole en général d'un condensateur, c'est ça, quelle que soit sa forme géométrique. Une armature A et une armature B. Chaque condensateur est caractérisé par ce qu'on appelle sa capacité que l'on symbolise par C. Donc, l'armature A portée à un potentiel V1 peut avoir une charge Q1 qui vaut ceci. En général, si le condensateur est seul, cette quantité est nulle. Si j'ai un seul conducteur, seul, cette quantité est nulle. Mais puisque si j'ai deux conducteurs, un influence l'autre. Donc il y a ce terme. Pour l'armature B, lorsqu'elle est portée à un potentiel V2, 10 volts, 15 volts, 20 volts, 5 volts, ça dépend. Elle peut porter une charge Q2 sur sa surface, bien sûr, qui vaut ceci. Si elle est seule, c'est-à-dire s'il n'y a que l'armature B, il n'y a pas de A, ce terme s'annule. Donc, en général, les coefficients de capacité sont de la forme CII. C'est-à-dire C1, C2, c'est la diagonale d'une matrice. Ça s'appelle les coefficients de capacité. Ils sont toujours positifs. Les autres, qui ont la forme IJ, 1, 2 ou 2, 1, autre que la diagonale de la matrice, capacité, s'appellent les coefficients d'influence. Or, les notes CIJ, en général, ils sont négatifs. C'est-à-dire, les CIJ d'influence sont négatifs. Les CII, sont les coefficients de capacité, sont positifs. Remarque, CII égale moins CIJ. Il y a toujours un signe entre les deux. Et je peux permuter. CIJ, c'est CGI. C'est-à-dire C12, c'est C21. Ça y est? Ça, c'est un petit rappel. Ensuite, la capacité d'un condensateur. Je rappelle que le condensateur, c'est un ensemble de deux conducteurs. Donc, il y a toujours le facteur 1, 2 et 2, 1. Il y a toujours les coefficients d'influence. Mais si j'ai un seul conducteur, les coefficients d'influence, ils sont nuls. Il n'y a que la diagonale de la matrice. C1, C2, C3, CNN en général, si je veux mathématiser la situation. Donc, on définit la capacité d'un condensateur par C égale la charge sur la différence de potentiel. Toujours l'armature interne moins l'externe. Mettez ça en tête. Toujours l'interne, l'intérieur, c'est-à-dire ici c'est l'armature A, VA moins VB, VA moins VB. VA, c'est l'intérieur, mon VB, l'extérieur. Donc, je reviens à la définition, il faut la prendre par cœur. Q en coulombe, V1 moins V2 en volt, donc C en farad. Le problème ici, donc, comment calculer C, la capacité d'un condensateur? Comment on calcule la capacité d'un condensateur? En général, on peut chercher E en appliquant le théorème de Gauss. Et connaissant V1 moins V2, on peut facilement déduire C. Ça, c'est en général. Mais on peut ne pas avoir E et chercher C. Voici des exemples, voici des exercices. Et je commence par le paragraphe 2, c'est l'exercice. L'exercice 1. Soit un condensateur sphérique, formé de deux armatures sphériques. Une sphère entoure l'autre. L'une est portée à V2, c'est celle de rayon R2. Et l'autre, elle est portée à V1, c'est celle de rayon R1. Donc, il y a une substance isolante qui sépare les deux. 4 petites questions. Chercher la charge de chacune, bien sûr toujours à l'équilibre. Déduire C du condensateur sphérique, ainsi formé. Et calculer les charges superficielles de chacune, sigma 1 de S1 et sigma 2 de S2. Ensuite, déduire le champ EM. Donc ici, on peut chercher C sans avoir le E. Voilà pourquoi je l'ai laissé en dernier. Et attendez l'exercice 4. Il va fournir la définition de tout à l'heure. Puis chercher E, et connaissant V1 moins V2, on peut chercher C. C'est l'exercice 4. Ça y est? Donc regardez ces questions.
Voilà. Les éléments de réponse. Je commence par la réponse de la question 1. Le potentiel en haut, au centre, il est généré par deux charges. Celle de la sphère S1, c'est KQ sur R1, et celle de la deuxième sphère, K de R2. Je factorise, j'obtiens ça. C'est le potentiel V1. Donc le V en haut, c'est le potentiel de l'armature interne, c'est V1. L'armature externe, c'est la plus grande, c'est V2. C'est égal à K fois les deux charges. Les deux charges vont contribuer. En général, K, la charge sur R. Or, le potentiel est une fonction continue. Donc, je peux faire tendre R vers le rayon maximal. Le rayon maximal ici, c'est R2. Donc, je remplace petit r par R2. Et je déduis alors, c'est la seule difficulté qu'il y a dans cet exercice. Et je déduis alors le potentiel V2 qui est égal à K en remplaçant R par R2. Ça y est. N'oubliez pas la question, je cherche Q1 et Q2. Donc voilà, de ces deux équations, c'est-à-dire le calcul de V1 et de V2, je déduis ces deux rapports. Voilà, c'est la première équation. Deuxième équation, j'obtiens un système d'équations. Je connais V1, je connais V2, je connais R1, je connais R2, mais j'ignore R1 et R2. C'est le but, c'est l'objectif que je cherche, que j'essaie d'atteindre. Voilà, je tire Q1 et Q2 par la résolution du système. C'est très facile. Voilà, première question. Deuxième question, déduire C. Par définition, c'est la charge de l'armature externe. Interne, toujours interne. C'est la charge de l'armature interne, une définition. Sur le potentiel de l'interne, moins l'armature externe. C'est très important ça. Voilà, Q1 sur V1 moins V2, et j'obtiens ceci. Donc je peux le déduire de la première équation du système. Donc la première équation du système me fournit C, puisque par définition, c'est Q1 de l'interne sur interne moins externe. Voilà C d'un condensateur sphérique, vous pouvez l'apprendre par cœur, c'est général. Donc C, c'est 4pi epsilon 0, le produit des R sur la différence des R. Le R grand moins le R petit. Reste maintenant à déduire les charges superficielles, sigma 1, sigma 2. Par définition, sigma 1, c'est Q1 sur S1. Ça y est. N'oubliez pas que S1, c'est 4pi R1 au carré. La surface d'une sphère, c'est 4pi le rayon au carré. Il faut l'apprendre par cœur. Sigma 2, de la même manière, c'est Q2 sur S2. C'est ceci, moins cela. Voilà les charges superficielles. Je connais V1, je connais V2, je connais R1, je connais R2. Ce sont des données. Quatrième et dernière question. Je vais chercher le champ E. J'applique le théorème de Gauss. En choisissant une surface de Gauss sigma de rayon petit r, j'obtiens ceci. Et j'envisage les différents cas. Voici le champ E en général, d'après le théorème de Gauss. Si R est inférieur à R1, il n'y a aucune charge. Voilà, E égale à 0. Puisqu'il n'y a pas de charge à l'intérieur. Si R est encadré par 1, R1, R2, c'est-à-dire si je suis dans la partie isolante, si je suis dans le diélectrique du condensateur, voilà le E. C'est Q1 qui est à l'intérieur de la surface de Gauss. C'est Q1 qui est à l'intérieur de la surface de Gauss que je choisis entre les deux rayons. C'est Q1 qui impose le E. Si je suis à l'extérieur, R supérieur à R2, les deux charges contribuent pour la création, pour la production de E. Voici le E. Si R égale R1, je suis sur un plan, sur le plan tangent à la sphère S1, d'après le théorème de Coulomb, voire le cours. Le E, c'est sigma sur epsilon 0. Il en est de même pour R sur R2. Si je suis sur un plan tangent à la sphère R2, le champ électrostatique créé, j'applique le théorème de Coulomb, c'est toujours sigma de la sphère sur epsilon 0. Et voici un graphique pour illustrer tous les cas. Voici comment évolue E en fonction de R. Il y a des discontinuités. Il est décroissant, ensuite il est décroissant. Il y a discontinuité en passant par R1 et
en tendant vers 0. C'est une courbe qui n'est pas continue. Donc le champ E n'est pas une fonction continue, mais le potentiel, si. Voici pour l'exercice 1. Voyons ce que l'on est pour l'exercice 2. On va traiter un condensateur cylindrique. Tout à l'heure, on a traité un condensateur sphérique. Voici un cylindre qui entoure un autre cylindre. L'armature externe est liée à la Terre, c'est-à-dire pas de potentiel. L'autre, elle est liée à un générateur. Elle a un potentiel non nul. Deux petites questions. Chercher le champ en un point 1 de l'espace qui entoure le condensateur sphérique et déduire C. Première question. Si je veux E, j'applique le théorème de Gauss en choisissant une surface de Gauss. C'est un cylindre qui entoure les deux cylindres. Donc, le champ E ici, il résulte de deux champs. Celui créé par le cylindre C1 et C2. Les deux champs sont collinéaires. J'enlève les vecteurs. Donc, si je suis inférieur à R1, il n'y a pas de E, parce qu'il n'y a pas de charge. Parce que toutes les charges sont à la surface du cylindre, pas le volume. Hein? Si je suis là, R entre R1 et R2. R, c'est le rayon de la surface de Gauss, que j'imagine et que je choisis. Je peux le tracer en crayon. Alors, le E se réduit à E1. Il n'y a pas de E2, puisque la charge du cylindre S2 est à l'extérieur. Ça ne contribue pas, ça n'intervient pas. Il n'a aucune influence. J'ai déduit le E1 est égal à ceci. Si R supérieur à R2, les deux charges contribuent, et puisque les deux charges elles sont égales et opposées, le champ est nul. Voici un schéma graphique. Remarquez une chose, que toujours le E, c'est une fonction discontinue. Nul, décroissant, ensuite ici, nul. Ça dépend des rayons. Deuxième question, et je vais terminer. Cherchons C. J'applique la définition de tout à l'heure. C, c'est Q sur V. Je m'intéresse au cas le plus important lorsque R est entre R1 et R2. Voici le E. Puisque E égale moins grade V, c'est-à-dire E égale moins dV sur dr, par intégration, je déduis que V à l'intérieur moins l'extérieur, c'est ceci. C'est moins EDR. Ça y est, tout calcul fait, je déduis V. V, c'est V1 moins V2. Vous pouvez noter V ou bien V1 moins V2, ça ne change rien. Donc, si le V, c'est V1 moins V2. Par intégration, voici le C d'un condensateur cylindrique. Vous pouvez l'apprendre par cœur. Ça ne change pas, c'est toujours la même quantité, toujours positive. Une petite remarque, si l'épaisseur, c'est-à-dire R2 moins R1, est négligeable devant R1 et négligeable devant R2, je peux faire des approximations. R, c'est R1 et aussi c'est R2. Je remplace dans l'équation le rapport R2 sur R1. Je divise par R1 pour faire apparaître le 1. Voilà, pour faire des développements limités. Je mathématise ici le cas. J'obtiens ça. 1 plus epsilon. Ce epsilon est envers 0. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, je sais que Ln de 1 plus epsilon, c'est epsilon. Ici, le epsilon, c'est E sur R. Et n'oublie pas que la surface d'un cylindre, c'est la surface fois H. C'est de pi RH. Donc, de ce C cylindrique, je peux tirer C en faisant des approximations et je tombe sur C d'un plan. Voici la capacité d'un condensateur plan qu'il faut apprendre par cœur. C'est epsilon 0 fois la surface de l'une des deux armatures sur l'épaisseur E. Voilà pour aujourd'hui.